Ça va? Salut. Bonjour, Maxime. Alors, bienvenue à l'Omnium financier 2016. Avant de débuter, pourriez-vous confirmer que vous êtes bien l'équipe C? Oui. Parfait. Donc, je vous rappelle que vous avez un maximum de 20 minutes pour présenter, suivi d'une période de questions de 5 minutes. J'afficherai le temps restant à l'aide de cartons indicateurs à 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes, et les 10 dernières secondes seront comptées avec mes doigts, comme ça. Donc, avant de débuter, j'aimerais que les juges se présentent. Hugues Leroux, spécialiste en planification hypothécaire pour le groupe Investors. Fernand Loisel, directeur régional pour le bureau de Montréal Centre-Ville pour le groupe Investors. Éric Bruno, groupe Investors, aussi directeur de division au bureau. Mathieu Espérance, vice-président finance de chez Bozozo. Martin Mathibault, analyste financier, Société québécoise des infrastructures. Donc, je partirai le chronomètre quand vous serez prêt à débuter. J'avais une question. Est-ce qu'il y a un cliqueur de disponible? C'est la souris. C'est la souris, ok. C'est tout ça. Puis, est-ce que c'est possible vraiment d'avoir un contact visuel avec tous les membres lorsque... Oui, moi, je vais m'assurer que vous me regardez tous Super. avant que je t'enlève. Merci. L'espoir n'est pas une méthode. 3 choses sont importantes. Savoir qu'est-ce qui se passe, savoir qu'est-ce qui se passe pas, puis savoir comment influencer le cours des événements. On a réuni nos forces aujourd'hui, Maxime Renaud, Mathieu Hudon et moi-même, Alexandra Côté, pour vous conseiller quant à l'optimisation de la position structurelle de votre entreprise et ce, en saisissant une opportunité. Parlant d'opportunité, le mandat que vous nous proposez aujourd'hui est d'évaluer l'acquisition de Roundy's. On a une recommandation finale qui sera assurément augmenter votre position concurrentielle, qui est d'acquérir Roundy's par des valeurs de fonds propres entre 221 millions et 417 millions, pardonnez-moi, et de faire une première offre à 221 millions. Donc, au cours du temps qui nous est consacré aujourd'hui, on va passer à travers une analyse qualitative, une analyse quantitative, l'évaluation du projet d'acquisition, les meilleures façons de les implanter, puis une brève conclusion. Passons tout d'abord à l'analyse qualitative. Donc, on veut acquérir Roundy's, il faut d'abord savoir quelle est la nature de cette entreprise et quelle part elle prend dans l'industrie. Donc, Roundy's en chiffres, c'est quoi? C'est 4 bannières, 2 centres de distribution, une usine de production. Donc, ça totalise 148 magasins, dont la bannière Pick and Save, là, 90 magasins, qui est vraiment plus d'emphase. Et ce, pour l'État vraiment du Wisconsin, donc vraiment concentré dans l'État du Wisconsin, qui possède 32% des parts de marché, ce qui est très significatif. Ensuite, les forces et les défis de Roundy's. Dans ces forces, vraiment, donc, c'est une chaîne alimentaire majeure au Wisconsin, avec 32% des parts de marché, comme mentionné précédemment. Puis, on note vraiment l'efficacité du réseau de transport et de distribution. Toutefois, les défis présentement de Roundy's, la dépréciation élevée des actifs, il y a une image présentement pessimiste aux yeux des actionnaires, donc par l'annonce de la cessation des versements des dividendes qui a été annoncée, puis l'émission de nouvelles actions. Cependant, on pourra profiter de cette image pessimiste-là pour une opportunité future. Ensuite, on a fermé les bannières Rainbow, notamment 29 bannières ont été fermées. Donc ça occasionne des dépenses supplémentaires sans revenus. Puis, on a tout de même si on a fermé certaines bannières, on en a ouvert d'autres. Ça vient vraiment augmenter nos frais fixes d'opération, l'implantation de nouveaux salaires, sans avoir une stabilité de revenus là, qui est déjà engendrée. Puis aussi, l'offre de produits est limitée, contrairement à des compétiteurs comme Walmart, dont l'offre de produits est vraiment variée. Ensuite, vous, Kroger, présentement en chiffres, 2625 magasins au travers des États-Unis, dont 782 dépanneurs, 326 bijouteries. On parle ici aux États-Unis de 36 centres de distribution, puis de 37 usines de production, ce qui constitue à une part de marché de 17% aux États-Unis, dont
qui couvre en fait 37 États des 52 États aux États-Unis. Les forces et les défis de Kroger, vraiment, c'est le deuxième plus grand magasin de détail aux États-Unis après Walmart. La croissance, on parle ici vraiment que Kroger, il y a une croissance constante des parts de marché. Donc, on n'est pas stable, on est présentement en croissance. Les prix sont compétitifs, donc on est capable de compétitionner avec Walmart. On mise tout d'abord sur le service à la clientèle. Le client est important. Il y a un programme de fidélité qui est vraiment intéressant chez Kroger. Quand que tu es membership, tu peux accumuler des points, puis à chaque tranche de 100 $, tu obtiens 0,10 $, donc 10 sous, sur des litres d'essence. Donc, ça vient vraiment là, complémenter le service chez Kroger. Puis, vous avez une marque maison, Simple Truth. Puis, l'offre est évidemment variée. Toutefois, les défis, présentement, géographiquement, on est situé seulement au sud des États-Unis. Donc, on ne comble pas la portion nord-centre aux États-Unis. Donc, on ne possède justement pas de centre de distribution à cet endroit-là. Puis, on a une compétition très féroce avec Walmart. Donc, présentement, les parts de marché aux États-Unis, les deux principaux, donc 24% Walmart, 17% Kroger. Toutefois, Walmart est stable et nous, on est quand même en croissance constante depuis quelques années. Donc, comme on vous mentionnait, les parts de marché, c'est vraiment en haut, au nord central des États-Unis, qu'on n'est pas encore situé, mais on va bientôt vous offrir une recommandation à ce sujet. Donc, les synergies qui sont possibles, si on fait l'acquisition de Roundy's, vraiment profiter des centres de distribution. Donc, on profite de ces deux centres de distribution, donc on a une capacité supplémentaire. Les centres de distribution qui sont situés justement au nord central, donc au Wisconsin. Donc, ça nous permet de s'approvisionner à cet endroit-là. Donc, on s'expose donc à de nouvelles parts de marché. Ça va nous donner également un meilleur pouvoir d'achat, donc meilleur pouvoir de négociation avec nos fournisseurs. Donc, on va pouvoir profiter d'économies d'échelle. Donc, pour résumer, stratégiquement, présentement, on voit Walmart, Kroger et Roundy's. Roundy's, côté prix, on a une offre de prix moindre, service à la clientèle également, diversification de l'offre également. Toutefois, on a un centre de distribution vraiment efficace. Pour vous, Kroger, vous offrez des prix compétitifs, vous avez un service à la clientèle notable, votre offre est près de Walmart, puis c'est au niveau du centre de distribution qu'il va falloir travailler. Puis Walmart, distribution, diversification de l'offre, un service à la clientèle moindre, mais on offre des prix encore plus compétitifs. Donc, à l'aide des synergies du centre de distribution, puis du pouvoir de négociation, ça va nous permettre vraiment de pouvoir offrir des bons prix, en plus de pouvoir se donner une possibilité de croissance au nord central des États-Unis. Ici, on illustre quelques ratios clés. Vous pouvez voir la claire tendance qui se dégage des ratios. On voit vraiment une diminution du côté de Roundy's, tandis que du côté de Kroger, c'est vraiment positif. Notamment au niveau des marges. Il y a un problème au niveau des marges nettes. Il y a eu vraiment des pertes au niveau du goodwill qui a été diminué récemment 2 fois, c'est-à-dire en 2012 ainsi qu'en 2014. C'est pour ça que vous voyez une marge nette de 6,36% négative. Également au niveau des rendements sur actifs, on a enlevé le goodwill parce qu'on voulait mesurer sur les actifs tangibles. Ça donne un rendement sur les actifs de moins 36,3%, ce qui est très très négatif par rapport à un rendement positif chez Kroger et assez stable au cours de la période évaluée. Également, comme je le mentionnais, les ratios de Kroger sont clairement améliorés. On a vraiment une détérioration au niveau de Roundy's. On veut bénéficier de ça, comme Alexandra le mentionnait plus tôt. Ça peut nous donner des munitions aux actionnaires, qui le stock est déprécié actuellement, et nous, on veut négocier par rapport à eux pour obtenir un prix intéressant. Finalement, l'équité de la compagnie est actuellement négative à cause du goodwill, qui est rendu trop important par rapport à la valeur des actifs. Également, ça représente 27% actuellement de l'actif, le goodwill, ce qui est très, très significatif. Et le goodwill est très, très à risque. Notamment en 2012, je le mentionnais, 120 millions, ainsi qu'une perte de 275 millions en 2014.
Finalement, l'analyse des comparables. Vous avez fourni une liste de comparables, par contre. Le point majeur qu'on retenait, nos critères, premièrement, regardez la date à laquelle l'acquisition a été faite, ce qui était peu représentatif actuellement des conditions de marché. La plupart des transactions ont eu au cours des années 90 ainsi qu'au début des années 2000. On ne peut pas évaluer notre compagnie actuelle avec une transaction qui a été faite en 98. On ne juge pas que c'est pertinent. Donc, on va se baser sur notre analyse d'ICF plus tard, que Maxime va présenter, parce qu'on juge que ça prend en considération les conditions actuelles de marché, que c'est beaucoup plus représentatif. Nous allons maintenant passer à la partie plus quantitative de la présentation. Tout d'abord, je vais vous parler un petit peu de l'entreprise qu'on a actuellement et aussi des synergies qui seraient possibles. Et on va aussi parler de l'entreprise, un petit peu de comment on voit le futur de cette entreprise-là et comment aussi, comme Alexandra mentionnait, capitaliser au niveau des synergies qui sont possibles entre les deux entreprises. Donc, tout d'abord, ici, on a nos états de flux prévisionnels. Comme on peut voir, l'année 2014 est en bleu, étant donné que c'est notre année actuelle. La façon qu'on a procédé pour modéliser, c'est qu'on était en fonction du chiffre d'affaires. On a pris par exemple nos marchandises, operating and G&A, charges d'exploitation, qu'on a mis en pourcentage de notre chiffre d'affaires. Au niveau de la croissance des ventes, on estimait environ à 7 étant donné que c'était, on peut dire, la braquette supérieure des comparables, même si c'était quand même bien, on voyait justement une opportunité pour l'entreprise d'aller plus loin. On parlait aussi des niveaux des synergies. On nous en mentionnait qu'on était à 1,9 d'EBIT et on voulait se rendre à 3,5 d'EBIT après 5 ans. Ce qu'on a fait, comme vous pouvez voir en bas, c'est que on avait ici nos dépenses d'opération générale administration. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le pourcentage, on va l'améliorer de façon qu'on peut voir en bas la croissance de l'EBIT. Au début, on avait 1,1 en 2014. Par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a modifié notre GNA afin d'obtenir une croissance de l'EBIT de 3,5 donc ce qui explique les synergies. La manière qu'on a procédé, c'est qu'on a justement fait un CAGR de 2014 à 2019 pour nos opérations pour de 2014 à 2019, ce qui nous fait un taux de 23,4 en 2014 pour aller justement capitaliser à ce niveau-là, pour avoir une marge, pardon, pas une marge, mais plutôt les dépenses de 21 du chiffre d'affaires. Comme on peut voir ici, on a pris le top financier, amortissement, on a mis ça à 2 du chiffre d'affaires et pour nos intérêts à 1 Par la suite, on a les de DCF. Comme taux de croissance finale pour notre valeur terminale de Gordon, on a pris un 2 c'est-à-dire justement notre valeur, on peut dire, d'inflation moyenne. Pour le flux monétaire d'investissement, en fonction du chiffre d'affaires, on a pris un 2 en regardant les états de flux de trésorerie des dernières années. Pour le flux monétaire de fonds de roulement, 1 pour l'imposition, on avait un taux de 40 On a pris celui de 2013, étant donné qu'en 2014, on avait des pertes, donc il n'était pas possible de calculer le pourcentage d'imposition, pardon. Donc, on prend le bénéfice net, on a juste l'amortissement, plus intérêt moins impôt, donc on vient vraiment chercher ici l'effet du bouclier fiscal. Flux monétaire d'investissement avec le flux monétaire de fonds de roulement. Comme on peut voir en 2015, c'est négatif, parce que vous avez justement par rapport aux années précédentes une diminution comme vous le mentionnez. Par la suite, on peut voir par exemple la croissance à long terme, puis en tant qu'entreprise, c'est ce que vous voulez, une entreprise qui va avoir une croissance à long terme. Donc notre projet est vraiment par rapport à long terme avec cette acquisition-là. Donc pour les free cash flow actualisés, on arrive à 268 millions pour finalement avoir une valeur d'entreprise de 892 millions. À cela, on diminue la valeur de la dette nette qui se trouve être notre dette à long terme moins notre encaisse, étant donné que si on achète l'entreprise, on pourrait justement se repayer un petit peu l'encaisse présente pour une valeur des fonds propres de 309 millions. Nous, ce qu'on voulait voir, puis le mandat que vous nous aviez donné, c'est vraiment de comparer l'entreprise actuellement sur le marché et aussi l'entreprise à notre évaluation. Sur les marchés, l'entreprise était à 185 millions et nous, notre valeur des fonds propres est à 310 millions. Étant donné que vous le savez, c'est impossible de prédire le marché, on a fait ici une analyse de sensibilité. On a fait varier notre taux de croissance de 1,5 à 2,5 et notre WACC de 9 à 11 pour une valeur entre 803 et 1 million. Entre 803 millions et 1 milliard. Comme on peut voir ici, on a gardé uniquement le 25e percentile jusqu'à notre 75e. Donc, de cette façon-là, on vient vraiment prendre l'intérieur de la braquette. Pour le coût des fonds propres, on a justement utilisé la structure de l'entreprise pour avoir une valeur qui était entre 221 millions et 417. Et comme on voit, le market cap était de 185 millions. Donc, ça nous laisse justement une marge pour pouvoir offrir aux actionnaires présents un premium qu'on va vous expliquer à l'instant. Donc, au niveau de l'entreprise, on vous recommande vraiment de faire l'acquisition. C'est une entreprise que vous devez acquérir pour ses croissances à long terme et justement pour la valeur qu'elle va apporter à votre entreprise. Donc, on fait une première offre à 221 millions, ce qui représente un market cap de l'entreprise plus de 20 de premium. Et comme vous le savez, normalement, on peut jouer entre 15 et 20 pour aller chercher des actionnaires et justement un peu les motiver à nous vendre leur part de l'entreprise. Étant donné,
On va négocier avec l'entreprise et aussi négocier avec la banque parce que nous, ce qu'on vous propose, c'est vraiment d'y aller avec une acquisition qui est 100% par la dette. On vous explique ici ce qu'on a fait le total des remboursements de la dette. On vous dit d'aller avec un 222 millions de dollars. On peut voir en 2024, sur 10 ans, on a fini justement de rembourser. À gauche, on peut voir le ratio intérêt-capital. Comme vous savez, quand vous faites une acquisition par dette, vous avez un taux d'endettement qui est plus élevé et vous avez justement l'opportunité d'aller chercher là le bouclier fiscal. Donc, à ce niveau-là, on est gagnant aussi. Pour le remboursement de la dette, on a pris nos free cash flow de Kroger. Par la suite, si vous voulez, on a jamais les diapositives à la fin de l'annexe. Vous n'avez pas sur vos papiers, mais qu'on peut vous montrer comment on a calculé ça. On peut voir justement que c'est on est facilement capable de couvrir nos intérêts de l'entreprise. On peut voir juste ici en bas. Par la suite, on demandait aussi l'effet sur le bénéfice par action de l'entreprise. On peut voir en haut l'émission avant, qui va de 3,49 à 5,21 et par la suite de 3,49 à 5,21. Nous, on peut voir ici, on a calculé l'écart, dans le fond, par rapport aux actionnaires, qu'est-ce qu'eux allaient recevoir. Donc, on peut voir au début qu'on a une perte. On perd de l'argent, par exemple, on va pouvoir moins redistribuer aux actionnaires, mais il faut vraiment voir à la fin, comme on va trouver en rouge, qu'à long terme, on va pouvoir justement revenir à notre niveau de bénéfice et on a été aussi très conservateur avec nos données. Donc, à ce niveau-là, on est capable vraiment de venir chercher des rendements supplémentaires que notre acquisition pourrait justement nous apporter. Maintenant, on va parler des risques liés à l'acquisition. Premièrement, il y a vraiment le plus important risque actuellement pour votre stratégie, c'est d'être numéro 1 au pays. Donc, votre risque, c'est vraiment la compétition intense, notamment du géant qui est Walmart. Évidemment, comme Alexandra le montrait plus tôt, vous avez la carte des États-Unis. Actuellement, vous n'êtes pas présent dans le nord-centre. C'est vraiment important pour une entreprise de nourriture d'avoir des centres de distribution efficaces et rapprochés. C'est-à-dire, la nourriture ne peut pas se transporter très très loin pour une longue période de temps. Donc, en vous positionnant au Wisconsin, vous êtes capable de déplacer, commencer à mettre des magasins, ensuite ouvrir des nouveaux centres de distribution, puis vraiment aller faire concurrence à Walmart dans ce marché-là. Mais c'est un risque qui est vraiment présent. Mais on pense qu'en capitalisant sur vos forces actuelles, vous avez vraiment réussi à dégager une croissance vraiment impressionnante des dernières années. Tandis que Walmart est vraiment stagnant. Aussi, il y a le risque de la demande, mais on juge que c'est un risque qui est très modéré, considérant que le domaine alimentaire est peu cyclique. Les gens vont toujours avoir une demande pour les aliments, peu importe le cycle économique du marché. Ensuite, les risques liés à l'acquisition. On voit l'intégration ou peut-être la conversion des nouveaux magasins qui dépendent. Sinon, vous avez une excellente expérience en acquisition. Donc, on juge que vous allez être capable de faire une très bonne transition, bien gérée, être capable de dégager vraiment des synergies, réduire les coûts par rapport aux nouveaux magasins. Même chose pour les ressources humaines, pour les intégrer. Ce qu'on vous suggère, c'est peut-être de garder quelques gestionnaires clés qui ont une bonne connaissance du marché du Wisconsin, quand ils sont implantés là depuis au-dessus de 100 ans. Vous pouvez forcément bénéficier de cette expérience, tandis qu'on élimine les postes qui se dédoublent pour générer encore là des réductions de coûts. Sinon, Maxime le présentait plus tôt, on se finance par dette. Il faut aller sécuriser cette dette-là. Mais on pense qu'avec le bilan solide que vous avez actuellement, par rapport à la taille de l'entreprise, le niveau de dette est très faible. Vous avez une dette d'environ 9,5 milliards et c'est 220 millions qu'on rajouterait à la dette. Et comme Maxime l'a démontré, on peut le repayer très rapidement. Aussi, il y a l'approbation des actionnaires. On vous suggère de négocier avec ceux-ci, faire une offre, d'abord arriver avec une offre amicale, tenter de dégager une valeur, d'offrir une prime satisfaisante, comme on parlait tantôt avec Maxime. Également, l'approbation des autorités qui peuvent bloquer la transaction. Là, on juge que c'est très très peu probable, considérant que Kroger, ça n'ajoute pas beaucoup à son entreprise en termes de taille, ni en termes de part de marché. Et comme il y a vraiment une compétition intense dans ce domaine-là, on juge que ce n'est pas un risque qui est très important. Notre stratégie pour approcher les actionnaires, c'est comme je le mentionnais, ça serait vraiment d'y aller avec une offre amicale. Alexandra en a parlé plus tôt. Actuellement, l'action est vraiment mal perçue par ses actionnaires. Il y a eu une émission de dette, pas une émission de dette, une émission d'actions, une coupure du dividende. Il y a eu des lourdes pertes dues au goodwill. Il en reste encore beaucoup sur le bilan. Donc, on peut capitaliser là-dessus, dire aux actionnaires actuellement, notre compagnie, il y a forcément beaucoup d'actionnaires qui veulent se départir de l'action. On parle de l'année passée, en 2011, le stock se transigeait autour de 10 $. L'année dernière, il était à 8 $, actuellement, il est à 3,50 $. Donc, on voit que le stock a vraiment connu une baisse vraiment prononcée. On peut capitaliser là-dessus et profiter du prix très bas. Également, il faut que ça se passe très rapidement. On peut peut-être penser que cette compagnie-là ne sera pas capable de survivre dans un environnement aussi compétitif, mais si ça se rend aux créanciers, ça risque d'être très très long. Puis on sait qu'il y a un compétiteur qui rentre dans le marché actuellement. Donc, on ne veut pas perdre notre temps à laisser ce compétiteur-là s'implémenter dans le marché. On veut faire l'acquisition tout de suite
à bas prix, profiter des actifs et s'implémenter et pouvoir concurrencer Walmart et enfin devenir numéro 1 dans ce secteur-là du pays. Et si je mettais encore un résumé des points clés à mettre l'emphase lors des négociations avec les actionnaires. Donc, rapidement sur l'implantation. Donc, l'échéancier, demain, qu'est-ce que vous devez faire? Rencontrer votre conseil d'administration, d'obtenir leur accord. Ensuite, de faire l'offre d'achat à Roundy's, de sécuriser votre financement. 3-6 mois, nécessairement restructurer vos ressources humaines, d'intégrer les nouveaux magasins, la due diligence et de partager vraiment les connaissances. 1 an et plus, les mesures de contrôle. Il y a plusieurs risques, donc vraiment d'établir une gestion des risques, puis de faire de projets futurs. Maintenant que vous savez qu'est-ce qui se passe, que vous savez qu'est-ce qui se passe pas, vous conviendrez avec nous que vous avez vraiment une solution clé en main qui vous permettra justement d'influencer le cours de vos événements. Écoutez, on ne parle plus ici d'espoir, mais bien de gestion stratégique. On est prêt à répondre à vos questions. J'avais peut-être une question sur le taux de 7 au niveau de la croissance. C'est 7 pendant les 10 prochaines années ou le taux de croissance des ventes? Oui, par rapport au taux de croissance des ventes, on a fait une petite coquinobine, vous mettez le tableau par contre, mais on parle d'un taux de croissance de 7 en 2015 qui va diminuer graduellement à 2 d'ici 2024. Donc c'est évident qu'on ne sait pas. Non, c'est pas 7 constant, c'est un 7 dégressif jusqu'à 2 en 2024. Donc, on est quand même très conservateur, mais on croit vraiment, au début, pouvoir augmenter les ventes énormément avec l'acquisition, avec, comme vous parlez, vraiment des synergies d'entreprise au niveau surtout des frais généraux de l'entreprise, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment de 7 dégressif à 2 en 2024. Okay, donc, on comprend que les synergies vont provenir, l'augmentation des marges va provenir d'une diminution des frais généraux de Roundy's avec l'intégration dans Cougar. Ouais, on parle les efficiences vont provenir d'une diminution de la charge administrative par rapport aux ventes. Comme vous mentionnez justement par rapport aux frais généraux d'administration, on parlait d'un taux d'environ 23 qui était dégressif jusqu'à 20 Donc, à ce niveau-là, on vient capitaliser sur notre entreprise et sur notre acquisition. On va avoir du dédoublement de personnel, on va pouvoir justement éliminer certains postes. De plus, on va pouvoir avoir justement des directeurs qui vont pouvoir s'occuper de plusieurs segments. Comme Mathieu le mentionnait, on veut tout de même garder des directeurs qui sont en place sur le terrain parce qu'eux connaissent vraiment l'entreprise, ils connaissent aussi un petit peu la situation géographique de cette dernière. Tout à l'heure, vous parliez d'intégration et à la fin de l'intégration des nouveaux magasins. Justement, cette intégration-là, comment elle pourrait se faire avec les filiales? Est-ce que Roundy's demeure Roundy's, devient des Cougar? Est-ce qu'il y a des changements de bannière? C'est sûr qu'actuellement, ils semblent bien perçus dans le marché. Ça fait plus de 100 ans qu'ils étaient au Wisconsin. Donc, peut-être qu'on parle d'un ajout plus de produits dans le marché. Exemple, Cougar, ils ont beaucoup plus de produits actuellement que Roundy's, comme ils sont partout aux États-Unis. Il y a possibilité d'ajouter la marque maison à beaucoup. Également, on parlait d'une possibilité de négociation avec les marchands, c'est-à-dire on est beaucoup plus gros, on a beaucoup plus gros pouvoir de négociation. Peut-être amener des nouveaux prix très bas et profiter d'une offre plus grande pour les consommateurs. Vous avez amené le point de dépréciation des actifs dans les forces et défis. Est-ce que vous tenez compte uniquement de l'aspect goodwill là-dedans ou c'est vraiment parce que la compagnie Roundy's a sous-investi pendant une certaine durée de temps, c'est pour ça que les actifs présentement sont en train de se déprécier? On parlait surtout du dépréciation en termes de valeur, surtout de la valeur de la compagnie perçue par les actionnaires peut-être. Puis aussi, on voit qu'à la fin, les CFO sont plus capables d'être au niveau des CAPEX. On voit vraiment une augmentation, c'est-à-dire en 2013, les CFO sont égaux au CAPEX. Donc, on a de la misère vraiment à maintenir le niveau d'investissement pour la compagnie. Donc, on peut avoir une dépréciation aussi à ce niveau-là parce qu'on n'est plus capable d'investir assez pour conserver la valeur de nos actifs. Merci beaucoup. Merci.